La prochaine élection reste au cœur des débats publics à Madagascar. Une élection dont le bon déroulement du processus continue de soulever de nombreuses suspicions. Après la sonnette d'alarme du secteur privé, le collectif des Français d'origine indienne de Madagascar s'est également exprimé par rapport à l'insécurité qui règne à Madagascar. Fusillade en Italie, des tirs sur des étrangers, 6 personnes ont été blessées. L'auteur présumé a été arrêté. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, la prochaine élection reste au cœur des débats publics à Madagascar. Une élection dont le bon déroulement du processus continue de soulever de nombreuses suspicions. À 10 mois de la date prévue pour l'élection présidentielle, la date de l'examen du code électoral qui va régir cette prochaine descente aux urnes reste inconnue. Il en est de même pour la date exacte prévue pour cette élection. Les détails dans l'éditorial de André Arson. À moins d'un an avant la date prévue par la Constitution pour la tenue de la prochaine présidentielle, le processus électoral laisse encore l'opinion publique perplexe. Aujourd'hui, aucun code électoral n'a encore été adopté, alors que cela fait 7 mois déjà, en juillet 2017, que la commission consultative, après étude, a présenté ses recommandations au comité ministériel afin que ce dernier puisse débuter ses travaux sur la réalisation de l'avant-projet du code électoral à soumettre aux parlementaires. Depuis, le gouvernement annonce excuse après excuse pour tenter d'expliquer l'ajournement de l'examen de ces textes de loi. Alors qu'une élection présidentielle devrait avoir lieu dans à peu près une dizaine de mois, aujourd'hui encore, le gouvernement n'a toujours pas fait appel à une session extraordinaire du Parlement afin que ses membres puissent examiner et adopter les textes composant ce code électoral. Cette semaine, un quotidien a annoncé que cet avant-projet de loi a été réexaminé lors du dernier Conseil des ministres, une annonce qui coïncide curieusement avec le passage à Madagascar d'une délégation émanant de l'Organisation internationale de la francophonie, une délégation dont le principal objectif est de s'informer sur les avancées des préparatifs électoraux. Pourtant, le rapport de ce Conseil des ministres ne fait mention ni d'un examen de l'avant-projet du code électoral, ni de la fixation d'une date pour l'élection présidentielle. Les observateurs soupçonnent cet ajournement incessant de l'examen de ces textes de couvrir de nouveaux calculs politiques, une méthode qui servirait à passer outre les recommandations de la commission consultative qui ne servent pas les intérêts du régime actuel, d'après l'opinion publique. Pour les citoyens, cette élection présidentielle est pourtant la manière la plus démocratique pour mettre un terme au règne de ceux qu'ils considèrent comme ayant plongé le pays dans une profonde crise socio-économique et abusé de leur position pour servir leurs propres intérêts. Au vu de la situation actuelle, le processus électoral ne semble pas être la priorité des dirigeants. Ces derniers préfèrent se concentrer sur la vision Fisanjatan Madagascar pour 2030, un projet annoncé par le chef d'État à un an de la fin du mandat présidentiel, ce qui laisse penser à une pré-campagne électorale. Et cette année, la société civile va suivre de près le processus électoral. D'après les déclarations de l'un de ses membres, l'insuffisance des comités de suivi lors du processus électoral a depuis posé problème en matière de contrôle du déroulement et des résultats électoraux. Reportage. La société civile a décidé de se porter volontaire pour prêter main forte à la surveillance du déroulement du processus électoral. Après sa participation à l'élaboration de l'avant-projet du code électoral, elle va continuer de surveiller chaque étape de ce processus électoral jusqu'au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. La société civile est prête à prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement de ce processus, quitte à engager des poursuites judiciaires si un point de ce processus venait à aller à l'encontre des lois en vigueur.
La mauvaise gouvernance qui a mené à une dégradation des richesses nationales depuis 2009 nous a poussé à suivre de près cette prochaine élection. Ce sont les mauvaises démarches et les mauvais choix au moment des votes qui ont amené à cette mauvaise gouvernance dont le peuple est aujourd'hui victime. Ainsi, nous avons décidé de couvrir tous les bureaux de vote du pays et de publier de notre côté les résultats des élections. Nous allons également poursuivre en justice tout acte de fraude ou de corruption dans ce processus électoral. La réalisation de l'élection présidentielle cette année soulève encore des questions. L'adoption du code électoral, sans cesse ajournée par le gouvernement, est fortement attendue. Les modifications apportées par le pouvoir exécutif sur les recommandations faites par la commission consultative pour l'avant-projet du code électoral seront également suivies de près. Jusqu'ici, les agissements du gouvernement face à ces textes de loi et sa bonne volonté pour la mise en place d'une élection transparente et inclusive soulèvent des doutes. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, après la sonnette d'alarme du secteur privé, le collectif des Français d'origine indienne de Madagascar s'est également exprimé par rapport à l'insécurité qui règne à Madagascar. Les kidnappings s'enchaînent, une situation qui amène les investisseurs à fuir le pays. Reportage. Le collectif des Français d'origine indienne de Madagascar commence à hausser le ton face aux kidnappings qui se sont enchaînés dernièrement. Hier, c'est un autre ressortissant indien qui a été victime d'enlèvement à Tuamasan vers 18h. Il s'agit d'Akil Kassam, directeur général de la Société commerciale et industrielle de Madagascar. Les membres du CFOI ne tolèrent plus cette situation. Le caractère intolérable de cette accélération du phénomène, le risque, le caractère intolérable au plan humain, le risque majeur au plan économique et l'évidence des méfaits de ce qui se passe sur l'image du pays. L'image de Madagascar, peut-être ne vous en rendez-vous pas compte, mais les médias internationaux ont définitivement considéré que Madagascar actuellement est devenu le pays où les kidnappings sont les plus importants. Donc pression par le dialogue, pression pour expliquer qu'il faut réagir, qu'il est vraiment temps de réagir. Face à une telle situation, le gouvernement se contente d'observer et accuse ce groupe. Les étrangers ne sont d'ailleurs pas les seules victimes de cette insécurité. Pourtant, les dirigeants ne réagissent pas pour apporter des solutions efficaces et durables. D'autant plus que ces enlèvements ternissent l'image de la Grande Île sur le plan international. Cette circonstance pourrait provoquer le départ des investisseurs étrangers. Notre attention en tant que CFOIM est de travailler en les interpellant également, mais de travailler en bonne relation avec les autorités afin que les kidnappings cessent, parce que les kidnappings s'inscrivent dans une politique de sécurité publique dont nous voyons tous les jours, qu'elle se dégrade de jour en jour. Les kidnappings en sont une illustration, mais les problèmes de sécurité publique, vous le savez comme moi, dépassent largement les kidnappings. Aujourd'hui, ce drame humain des kidnappings se double d'un drame économique. Dans les mois qui sont passés, on me dit, je n'ai pas d'informations fiables, mais on me dit qu'un certain nombre de familles relevant de la communauté indienne de Madagascar ont fait le choix de quitter le pays. D'abord pour mettre les familles à l'abri des kidnappeurs, les femmes et les enfants. Les maris ont fait le choix, dans certaines familles, de faire des voyages pour revenir continuer de travailler à Madagascar. On peut facilement imaginer que si tout cela continue, un jour ou l'autre, ces mêmes familles vont décider, pourquoi pas, de relocaliser leurs entreprises, leurs activités, leurs actifs dans un autre pays. En 10 ans, le taux d'enlèvement à Madagascar a nettement augmenté. Les étrangers résidant à Madagascar collaborent étroitement avec l'État et les agents des forces de l'ordre pour lutter contre l'insécurité. Toutefois, les dirigeants ne semblent avoir aucune bonne volonté allant dans ce sens. Force est de constater que soit le gouvernement est impuissant face à cette situation, soit il n'a réellement aucune volonté de participer à cette lutte. Rappelons qu'il y a moins de 3 semaines, c'est le propriétaire de la bijouterie Kalidas qui a été kidnappé. Aujourd'hui, les ravisseurs réclament le versement de près de 2 millions d'euros sur un compte à l'étranger en échange de la libération de ce dernier d'après un quotidien.
Ceux quant à l'étranger laissent penser que cette affaire implique une personne influente. Les habitants de la commune d'Ambuch-Manzac ont organisé une manifestation ce matin pour cause de la réhabilitation précaire de la route menant à cette commune. Ces habitants réclament que cette route, abîmée par le passage des camions qui ont servi à la construction du village de la francophonie, soit restaurée dans son état initial. Reportage. Ce sont 4 km de route depuis les pavillons d'art malgaches situés sur la route Digue jusqu'au pont d'Ambuch-Manzac qui sont entièrement détruits. Pourtant, la réhabilitation de cette parcelle de route, effectuée cette semaine, est précaire. Face à cette situation, la population a commencé à hausser le ton. Nous ne voulons pas d'une route provisoire, nous demandons une route définitive. Actuellement, les responsables utilisent du sable pour boucher les trous. Ça ne tiendra pas bien longtemps. Dès qu'il pleuvra, cette route va redevenir boueuse et les trous vont se reformer. De plus, nous tenons à souligner que la réhabilitation de cette route fait partie des promesses présidentielles lors du sommet de la francophonie. Nous espérons que les responsables tiendront compte de notre requête. Les travaux de réhabilitation effectués sont loin de satisfaire les habitants de la commune d'Ambuch-Manzac. Ils réclament que ces travaux soient correctement réalisés. Le fait que des démarches pour la réparation de cette route aient été faites démontre un effort et une considération des requêtes des habitants de la part du gouvernement. Toutefois, ce que nous demandons, c'est que cette route retrouve son état initial, que les réparations ne soient pas précaires, mais que les résultats des travaux effectués puissent durer. Les réclamations des habitants et des transporteurs utilisant cette route vont continuer jusqu'à ce que l'État réagisse et que cette route soit totalement remise à neuf. D'autre part, la route d'Ambuch-Manzac n'est pas la seule à être en mauvais état. Les rues de la capitale regorgent encore de nids de poules. Et avant de passer aux actualités internationales, l'arrêté ministériel portant sur la mise à mort ou la vente de vaches et de veaux a été rectifié. Ainsi, la vente entre éleveurs est aujourd'hui permise. Toutefois, une vente dans le but d'une mise à mort de cette catégorie d'animaux à des fins de consommation, par exemple, reste formellement interdite. La constatation d'une baisse considérable du nombre de têtes de zébus à Madagascar et de la hausse du prix de la viande de bœuf est à l'origine de cette rectification. Et la sécurité et le suivi des bœufs allant aux abattoirs seront également suivis de près. Actuellement, les Malagasy consomment près de 1100 bœufs par jour et près de 1800 bœufs sont exportés vers la Chine chaque mois. Et place maintenant aux actualités internationales. Fusillade en Italie, des tirs sur des étrangers. 6 personnes ont été blessées. L'auteur présumé a été arrêté. Reportage de France 24. Traini, un jeune homme de 28 ans, physique athlétique, crâne rasé, qui a été arrêté. Donc, il n'a opposé aucune résistance lors de son arrestation. Il a été arrêté en sortant de sa voiture, se dirigeant vers le monument aux morts, enveloppé dans un drapeau italien et faisant un salut fasciste. Peu après 11 heures ce matin, une voiture de sport noire a traversé à grande vitesse les rues proches de la gare en ouvrant le feu sur les passants des zones connues pour être fréquentées par les trafiquants de drogue, connues pour être habitées par les immigrés, mais aussi connu pour être habité par le présumé coupable d'un récent fait divers qui a profondément choqué l'Italie. Le corps d'une jeune femme de 18 ans mutilée a été retrouvé dans 2 valises. Un migrant nigérian, donc originaire, qui vivait plutôt dans cette ville de Macerata, a été récemment arrêté et les médias italiens estiment qu'il pourrait s'agir d'une vengeance, que cette fusillade est liée à ce fait divers horrible qui a choqué l'Italie. Je vous le disais, pour l'instant, donc le bilan de la fusillade est de 6 personnes blessées, dont 5 grièvement. Dans un mois, les Italiens votent et ce fait divers, cette fusillade d'aujourd'hui, va très certainement avoir des répercussions politiques, d'autant plus qu'on vient d'apprendre que Luca Traini,
L'auteur de la fusillade s'était présenté l'an dernier lors des élections municipales dans une petite ville proche de Macerata sur des listes de la Ligue du Nord. La Ligue du Nord, un parti d'extrême droite, parti populiste, connu pour prendre les migrants, les immigrés, l'immigration pour cible, connu également pour les déclarations racistes et xénophobes de ses leaders. La Ligue du Nord qui est en pleine croissance, en pleine ascension dans les sondages, dans les récents sondages, et fait jeu presque égal avec la droite modérée, le parti de Silvio Berlusconi. Et cette fusillade, ce fait divers aujourd'hui, va évidemment être exploité aussi bien par la Ligue du Nord que par ses adversaires. Et les Corses descendent dans la rue, manifestation organisée par les nationalistes. Reportage. C'était le 10 décembre dernier. La coalition nationaliste venait de remporter une large victoire aux élections territoriales en Corse. Moins de 2 mois plus tard, elle veut mettre la pression sur le gouvernement et défendre ses revendications. Tout d'abord, elle souhaite rendre la langue corse co-officielle sur l'île, ce qui entraînerait une modification de la Constitution. Une autre revendication sur laquelle les nationalistes restent intransigeants, le rapprochement des prisonniers corses détenus sur le continent. Ils demandent également leur autonomie et le statut de résident conditionnant l'achat d'un bien immobilier. La semaine dernière, les leaders autonomistes rencontraient le Premier ministre Édouard Philippe pour parvenir à un terrain d'entente. Un entretien dont ils sont ressortis bredouilles. Cette fois-ci, ils espèrent attirer l'attention avant la visite d'Emmanuel Macron le 6 février en Corse. Le président de la République doit en effet se rendre sur l'île pour commémorer le 20e anniversaire de l'assassinat du préfet Erignac par un nationaliste corse, Ivan Colonna. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. La prochaine élection reste au cœur des débats publics à Madagascar. Une élection dont le bon déroulement du processus continue de soulever de nombreuses suspicions. À 10 mois de la date prévue pour l'élection présidentielle, la date de l'examen du code électoral qui va régir cette prochaine descente aux urnes reste inconnue. Il en est de même pour la date exacte prévue pour cette élection. Et après la sonnette d'alarme du secteur privé, le collectif des Français d'origine indienne de Madagascar s'est également exprimé par rapport à l'insécurité qui règne à Madagascar. Les kidnappings s'enchaînent, une situation qui amène les investisseurs à fuir le pays. Et enfin, une fusillade en Italie, des tirs sur des étrangers. 6 personnes ont été blessées et l'auteur présumé a été arrêté. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.